Bienvenue au petit cours d'histoire féministe. Jusqu'à présent, on a principalement parlé de l'histoire des femmes blanches au Québec et en Amérique. Il est temps qu'on se penche un peu sur l'histoire des femmes immigrantes et des femmes racisées. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Les premières immigrantes qui arrivent en Nouvelle-France sont les fameuses filles du roi. Évidemment, ce sont toutes des femmes blanches, d'origine française, venues marier les colons célibataires pour accélérer la croissance de la colonie. Sans s'étendre sur le sujet, on a longtemps remis en question l'origine de ces femmes en les faisant passer pour d'anciennes travailleuses du sexe, mais les sources historiques prouvent qu'elles étaient, dans la plupart des cas, des orphelines. Pendant plusieurs siècles au Québec, on défendra l'identité canadienne-française en valorisant le droit des Québécoises et des Québécois considérés comme naturels à occuper et à disposer librement de leur territoire, en oubliant complètement que les Blanches et les Blancs aussi, en fait, ont des origines étrangères. Concentrons-nous à présent sur les femmes racisées. L'histoire des femmes noires en Amérique commence avec l'esclavage. Contrairement à la croyance répandue, la traite des personnes noires avait aussi cours en Nouvelle-France, seulement l'économie de la colonie n'était pas fortement basée sur l'exploitation des esclaves comme aux États-Unis. Les femmes esclaves utilisées au Canada servent surtout comme domestiques, car il n'y a pas de grandes plantations de coton ou de canne à sucre comme dans les colonies plus au sud. Elles sont considérées comme des biens meubles et peuvent être accouplées à d'autres esclaves pour augmenter les effectifs du maître. Leurs enfants sont la propriété de ce dernier et peuvent donc être vendus à tout moment. Selon l'historienne Denise Baillargeon, pendant la révolution industrielle du milieu du 19e siècle, les femmes immigrantes sont employées comme domestiques par les familles riches surtout, comme en témoignent les annonces qu'elles publient dans les journaux de Québec et de Montréal pour se faire embaucher. Elles s'occupent entre autres des enfants, font le lavage, confectionnent le beurre et effectuent parfois des travaux de ferme. Pour ces femmes qui arrivent souvent au Canada dans une situation totale de pauvreté, entrer au service de quelqu'un représente un bon moyen de gagner sa vie et surtout d'avoir un toit. Au début du 20e siècle, la Petite Bourgogne est un quartier très pauvre de Montréal où se concentre l'essentiel de la population noire. Les femmes organisent l'action communautaire dans ce quartier où il y a peu de services publics et où les conditions de vie sont très difficiles. Elles fondent d'ailleurs le Colored Women's Club of Montreal, qui est l'une des premières organisations de ce genre. L'oppression à laquelle font face ces femmes est double, car même dans les groupes militants féministes blancs, on n'accepte pas toujours leur présence, ou plutôt, on ne remarque pas souvent leur absence. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses réfugiées, surtout originaires d'Italie, se retrouvent au Québec. Toujours selon Baillargeon, une forte proportion d'entre elles rejoint le secteur de la confection, toujours en quête de main-d'œuvre bon marché, où elles viennent remplacer les travailleuses juives et canadiennes françaises qui formaient la majorité des effectifs avant la guerre. À la fin des années 60, beaucoup d'immigrantes d'origine haïtienne fuient la dictature des Duvalier pour venir s'installer au Québec. Beaucoup de ces immigrantes ont un très bon niveau de scolarité et appartiennent à une élite intellectuelle. Selon Alexandra Pierre, ces personnes viennent travailler dans les institutions québécoises qui manquent de personnel scolarisé pour y enseigner, entre autres. Mais il ne faut pas oublier que, règle générale, la discrimination raciale cantonne trop souvent les femmes immigrantes dans les secteurs les moins bien payés, en dépit des diplômes qu'elles détiennent. À partir du début des années 1980, beaucoup de personnes employées comme domestiques arrivent au Canada grâce à un programme fédéral qui leur impose une résidence de 2 ans chez leur employeur avant de pouvoir obtenir un visa de résidente permanente. Ce qui, évidemment, les place dans une position de grande vulnérabilité si elles tombent sur un patron peu scrupuleux. De plus, les tâches qu'elles occupent libèrent les femmes privilégiées de leurs tâches ménagères, leur permettant d'exercer une activité économique plus lucrative, tandis que les immigrantes sont toujours aussi mal payées. Encore aujourd'hui, les femmes immigrantes ou racisées vivent beaucoup de discrimination au quotidien. La loi 21, par exemple, discrimine les femmes musulmanes qui portent le voile et qui souhaitent travailler dans l'espace public en les obligeant à choisir entre leurs convictions profondes et la possibilité d'un emploi. Force est de constater que si notre histoire est colorée et plurielle, notre société a toujours beaucoup de mal à reconnaître cette réalité et à traiter les femmes immigrantes comme des citoyennes à part entière. Donc, c'était tout pour cet épisode du petit cours d'histoire féministe. Au prochain épisode, la semaine prochaine, on se penche sur l'histoire des femmes entrepreneurs dans l'histoire du Québec.